Dans une petite ville appelée Chazy, près de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, il s'est passé quelque chose qui devrait effrayer toute personne qui comprend la guerre. Des soldats russes ont reçu un ordre simple. Ils devaient attaquer des positions où des soldats ukrainiens étaient retranchés. Mais il y avait un problème. Ils devaient le faire sans chars et sans soutien d'artillerie, en courant essentiellement droit vers les armes ennemies. C'est alors que leur commandant a dit quelque chose d'effrayant. Quiconque n'attaquait pas serait exécuté. Ils n'avaient pas le choix. C'était la différence entre mourir sur place ou avoir une chance de se battre et de survivre. Alors, quelque chose de surprenant s'est produit. Les soldats ont pris une décision inimaginable. Ils ont tué leur propre commandant puis se sont rendus aux Ukrainiens. Maintenant, vous pouvez penser, d'accord, des soldats désespérés finissent par faire ce genre de choses. Cela s'est déjà produit auparavant. Mais ce n'est pas un cas isolé de personnes désespérées. Ce cas montre quelque chose de bien plus grave qui se passe actuellement au sein de l'armée russe. Les experts militaires ont une expression pour décrire exactement cette situation. Ils appellent cela une force creuse. C'est comme une coquille d'œuf. De l'extérieur, elle semble solide et résistante. Mais à l'intérieur, elle est complètement vide. Touchez-la avec un peu de force et tout s'effondre. Et cela nous amène à une question intrigante. Comment l'une des plus grandes armées du monde en est-elle arrivée à cet état? Eh bien, la réponse va te surprendre. Parce qu'elle commence par quelque chose que la plupart des gens n'ont même pas remarqué quand c'est arrivé. Tu vois, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, elle comptait environ 900 000 soldats actifs. Parmi eux, les plus importants étaient ceux qu'on appelait les kontraktniki. Ce sont les soldats professionnels de carrière. Ces gars-là savaient utiliser des équipements complexes, coordonner des attaques, travailler en équipe. Ils étaient le véritable noyau de l'armée russe. Mais ensuite, le désastre s'est produit. Au cours des premiers mois de la guerre, surtout lorsqu'ils ont tenté de prendre Kiev, la capitale ukrainienne, la plupart de ces soldats expérimentés ont été tués ou grièvement blessés. En quelques semaines, la Russie a perdu ce qu'il lui avait fallu des décennies à former. Et c'est là que les choses commencent à devenir une boule de neige dévalant la montagne. Désespérée, la Russie a décidé de remplacer ses professionnels en appelant des civils ordinaires dans l'armée. Nous parlons de personnes qui ont reçu une semaine d'entraînement militaire avant d'être envoyées affronter des soldats ukrainiens qui combattaient déjà depuis des mois. Et tu veux savoir quel a été le résultat? Un cercle vicieux qui ne fait qu'empirer. Des soldats mal entraînés ne peuvent mener que des attaques basiques et désorganisées. Ces attaques basiques causent beaucoup de morts. Ces morts obligent l'armée à recruter encore plus de civils mal entraînés. Et le cercle continue de pire en pire. Les chiffres sont impressionnants. Les Ukrainiens affirment que la Russie a déjà perdu 1 million de soldats, entre morts et blessés, jusqu'en juin de cette année. Même les Américains, qui sont généralement plus prudents, parlent de 750 000 pertes jusqu'en mars. Pour vous donner une idée, cela représente plus de personnes que la Russie n'en a perdu dans n'importe quelle guerre depuis la Seconde Guerre mondiale. Et voici une information qui va vous surprendre. Vous avez probablement déjà entendu dire que la Russie progresse sur le territoire ukrainien. Mais saviez-vous qu'il n'avance que de 50 mètres par jour dans beaucoup de ces zones? Et s'ils continuent comme ça, ils auront besoin de 230 ans pour occuper toute l'Ukraine. En gardant les mêmes proportions jusqu'à présent, cela signifierait sacrifier 100 millions de soldats russes. Et cela représente plus de personnes que tous les adultes que la Russie compte aujourd'hui. Pendant ce temps, un événement encore plus dévastateur se déroulait. L'armée russe perdait littéralement la capacité de s'organiser. Plus de 5000 officiers russes sont déjà morts dans la guerre, dont au moins 12 généraux. Maintenant, vous pouvez penser, d'accord, mais les officiers meurent toujours dans les guerres. Oui, c'est vrai.
Le problème, c'est que chaque officier tué emporte avec lui des années d'expérience et de connaissances. C'est comme si l'armée perdait peu à peu sa mémoire. Les unités oublient peu à peu comment bien fonctionner. L'Ukraine s'en est rendu compte et a commencé à faire quelque chose de très intelligent. Ils ont commencé à cibler spécifiquement les commandants russes avec des frappes de précision. L'idée est simple, tuer le commandant, créer une confusion totale dans l'unité ennemie. Mais il y a quelque chose d'encore plus fondamental qui est en train de détruire l'armée russe de l'intérieur. Le problème vient de la façon dont ils organisent tout. Le système militaire russe vient de l'époque de l'Union soviétique, où tout était décidé en haut, et tout le monde en bas ne faisait qu'obéir. Ça fonctionne comme ça. Les généraux font les plans, envoient les ordres vers le bas, et les soldats doivent obéir sans poser de questions, même s'ils voient que le plan ne va pas marcher. Cette stratégie, peut être efficace dans les guerres passées, est aujourd'hui vouée à l'échec. Et la raison à cela est simple. Maintenant, il existe quelque chose qu'on appelle un drone. Ces petits avions sans pilote équipés de caméras qui peuvent tout voir en temps réel sur le champ de bataille. L'Ukraine en a des milliers qui volent en permanence, observant chaque mouvement des Russes. Alors imaginez la situation. Les Russes élaborent un plan pour attaquer un endroit précis, mais les drones ukrainiens ont déjà tout vu. Ils savent déjà exactement ce que les Russes vont faire. Et ils se préparent à les accueillir. L'arrivée des soldats russes tourne à l'embuscade. Mais ils ne peuvent pas changer le plan parce que le système ne le permet pas. C'est comme jouer au poker avec les cartes face visible. L'adversaire sait toujours ce que vous allez faire avant que vous ne le fassiez. Et cela nous amène à l'aspect le plus effrayant de cette guerre. Le champ de bataille moderne est devenu complètement transparent. Les soldats russes ne sont pas envoyés pour combattre d'autres soldats dans des combats rapprochés. Ils sont envoyés pour survivre pendant que des drones invisibles les observent depuis le ciel, prêts à attaquer à tout moment. Des recherches Ponormo-Santorich montrent que 70% des équipements russes détruits pendant la guerre ont été touchés par des drones. Il est fort probable que quelque chose de similaire arrive aux soldats. Imaginez la terreur psychologique. Vous savez que vous pouvez être observé et attaqué à tout moment, mais vous ne pouvez pas voir d'où vient la menace. Les Ukrainiens ont compris cela, et ont créé quelque chose de très intelligent. Ils ont lancé un projet appelé « Je veux vivre ». C'est essentiellement un canal de communication qui apprend aux soldats russes comment se rendre en toute sécurité. Ils promettent un traitement humain, et même la possibilité de rester en Ukraine après la guerre. Ce projet n'essaie pas de convaincre des soldats satisfaits de changer de camp. Il offre une porte de sortie aux soldats qui sont déjà à bout. Des gens qui sont coincés entre obéir à un ordre suicidaire ou être tués par un drone ukrainien. De plus en plus de soldats russes choisissent la troisième option, se rendre. Mais pour comprendre pourquoi tant de soldats font ce choix, vous devez connaître une vérité très troublante sur qui mène réellement cette guerre. Au lieu de mobiliser des gens de tout le pays de manière égale, comme ce serait le cas dans une véritable guerre, le gouvernement russe a fait quelque chose de très différent. Ils se sont principalement concentrés sur les régions pauvres et les groupes ethniques minoritaires, tout en protégeant les grandes villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg. Les chiffres sont choquants. Dans la République de Bouriatie, une région pauvre de l'intérieur de la Russie, 66 soldats sont morts pour 100 000 habitants. Au Daghestan, une autre région pauvre, il y a eu pratiquement 23 morts pour 100 000 personnes. Mais à Moscou, la capitale, il n'y a eu que 3,6 morts pour 100 000 habitants. Cela signifie qu'un jeune de Bouriatie a presque 20 fois plus de chances de mourir dans cette guerre qu'un jeune de Moscou. Si tu étais un soldat et que tu découvrais cela, qu'en penserais-tu? Eh bien, il est probable que tu en viendrais à la conclusion que ta vie vaut moins pour le gouvernement que celle de quelqu'un qui vit dans la capitale. Et quand un soldat se rend compte qu'il est traité comme un objet jetable pour protéger les classes privilégiées, quelque chose change dans sa tête. Il cesse de se battre pour la Russie comme une idée abstraite et commence à se battre uniquement pour survivre.
Toute cette stratégie consistant à utiliser principalement les pauvres pour se battre crée un autre problème gigantesque. La guerre est en train de ruiner le pays. La Russie dépense 40% de tout son argent public pour la guerre. Rien que les salaires des soldats représentent plus de 8% de tout le budget du gouvernement. En même temps, les sanctions économiques de l'Occident réduisent les revenus du pétrole et du gaz, qui représentent, normalement, presque la moitié des recettes du gouvernement russe. Pour aggraver les choses, plus de 900 000 Russes, dont beaucoup de professionnels qualifiés, ont déjà quitté le pays. C'est un cycle qui ne s'arrête pas. Plus la Russie perd de soldats, plus elle doit dépenser d'argent pour convaincre d'autres de s'enrôler. Plus elle dépense, moins elle a d'argent pour faire fonctionner le pays. Plus l'économie se détériore, plus de personnes qualifiées quittent le pays. Et toute cette crise a forcé la Russie à faire quelque chose qui montre à quel point elle est désespérée. Elle a commencé à importer des soldats étrangers. Prenons l'exemple de la Corée du Nord, allié solide actuel de la Russie. Kim Jong-un a envoyé à plusieurs reprises des soldats et des munitions pour mourir au front. L'Iran a également envoyé ses drones et ses combattants. Cela peut sembler une solution facile, mais en réalité, cela a engendré de multiples problèmes pour la Russie. Arrêtez-vous pour y réfléchir. À quel point cela doit-il être difficile de faire fonctionner une armée avec des soldats de différents pays? Un vrai cauchemar. Malgré des différences de langue, de formation et de tactique, ils doivent travailler ensemble. Sur ordre du chef de l'État. Sur ordre du chef de l'État, la République. Les unités armées considèrent le territoire russe comme le territoire de leur propre patrie, et ses officiers, l'armée du peuple coréen, épaule contre épaule avec les militaires russes. Il y a déjà eu au moins 2 cas où des soldats nord-coréens ont tiré par erreur sur des soldats russes et tchétchènes, tuant ainsi leurs propres alliés. Imaginez essayer de coordonner une attaque quand la moitié de votre personnel ne comprend pas ce que vous dites. Et le fait que la Russie paie cette aide avec une technologie militaire avancée montre à quel point elle est désespérée. Elle donne littéralement ses meilleures armes en échange de soldats problématiques. Tout ce que j'ai exposé ici nous ramène aux soldats de Chazy dont nous avons parlé au début. Ces hommes qui ont tué leur commandant n'étaient pas simplement des lâches. Ils sont, en fait, le résultat attendu de toutes ces choses qui se produisent en même temps. Ils étaient des soldats mal entraînés, commandés par des officiers inexpérimentés, piégés dans un système rigide qui ne leur permettait pas de réfléchir, terrorisés par des drones qui pouvaient tôt les tuer à tout moment, sachant que leur propre gouvernement les considérait comme jetables, combattant aux côtés d'étrangers, avec qui ils pouvaient à peine communiquer. Comme vous pouvez le voir, cet incident place le président Poutine dans une situation impossible. Il a 3 options, et elles sont toutes mauvaises. Première option, continuer la guerre telle qu'elle est. Mais cela signifie plus d'effondrement comme celui de Chazy, et une économie qui ne tient plus. Deuxième option, arrêter la guerre. Mais cela revient à admettre publiquement la défaite. Troisième option, essayer de négocier. Mais comment négocier quand vos propres troupes tuent des commandants? Chaque choix entraîne plus de problèmes. Il n'y a pas de solution facile. Et cela nous amène à la vérité la plus importante de toute cette histoire. Ce qui fait fonctionner une armée, ce n'est pas le nombre de chars, d'avions ou de soldats. C'est la volonté de ces soldats d'obéir aux ordres et de se battre pour quelque chose en quoi ils croient. La Russie subit de lourdes pertes sur le champ de bataille, précisément pour cette raison. Comme le montre clairement le cas de Chazy, elle est en train de perdre la seule chose qu'aucune armée ne peut se permettre de perdre, la volonté des soldats d'obéir aux ordres d'un système qui les valorise. Et quand une armée perd cela, peu importe combien de soldats étrangers vous amenez ou combien d'argent vous dépensez, ce que vous avez n'est plus une véritable armée. C'est juste une coquille vide qui peut facilement s'effondrer. Et toi, qu'en penses-tu? Tu crois que la Russie pourra maintenir cette situation encore longtemps?
Laisse ton avis dans les commentaires. Si ce contenu t'a aidé à comprendre la situation actuelle de la guerre, abonne-toi à la chaîne et partage avec ceux qui ont besoin de savoir ce qui se passe vraiment en Europe de l'Est. À la prochaine!